petit déjeuner de l'actu, ça continue. On va parler de la Chine ce matin. Comment se porte la Chine après le traumatisme? On en parle avec Guillaume Zaguri, qui est médecin et spécialiste en santé publique internationale à Shanghai, où il vit depuis 20 ans. Il est créateur de ce site Covid Minute. Et puis Marie Holzman est avec nous, sinologue spécialiste de la Chine contemporaine, écrivaine et journaliste et traductrice française. Merci à tous les deux d'être avec nous en direct ce matin. On va peut-être commencer par vous, Guillaume Zaguri, parce que vous êtes là-bas, en Asie. Alors, où en est-on précisément d'ailleurs? Parce que est-ce qu'on peut donner en fait un bilan et des chiffres? Moi, je parlais tout à l'heure dans l'introduction, depuis le début d'année, on dit qu'il y a 90 000 cas et 400 000 décès recensés en Chine. Et qu'aujourd'hui, on gère en fait cette crise en fait sanitaire un petit peu mieux visiblement qu'en Europe, qu'en Occident. Oui, bonjour Patrick et bonjour Cécile. Bonjour. Oui. Oui, effectivement, on en est où en Chine actuellement? Je dirais 3 points. Un, c'est un pays Covid-free, puisque depuis plus de 8 mois, on a moins de 50 cas à peu près par jour. Combien? Et Moins de 50 moins de cas 50 cas, Ouais. bon, à peu près, c'est l'ordre de grandeur, par jour, et essentiellement des cas importés. Importés d'où? Importés de Russie, d'Europe, et parfois des Philippines par exemple. Ouais. Ce qui explique pourquoi il y a une politique draconienne au niveau des venues en Chine, des aéroports, avec la politique des 3 et versus la politique des 3 ou en Europe. Un test positif PCR 3 jours avant, à l'arrivée, un test PCR plus un test sanguin, et 15 jours de quarantaine stricte. C'est les 3 et. Vous voyez, donc c'est une différente approche qui explique on pourra développer ça tout à l'heure, Oui. mais juste d'entrée, on voit déjà la différence. Donc ça, c'est pour l'aspect sanitaire. Et pour l'aspect économique, je dirais que l'économie, ce que je vois à Shanghai en tout cas, est revenue à 80-90% de ce que c'était en 2019. Oui. D'un mot justement sur les frontières, elles sont de nouveau fermées à certains ressortissants, à certains pays, hein? Ça, c'est géométrie variable en fonction des données épidémiologiques. Dès qu'on voit que certains pays, certains avions, certaines destinations engendrent plus de cas que d'autres, on ferme l'aéroport, il n'y a pas de discussion. Et sur place, il est déconseillé de partir dans certains pays aussi? C'est facile. Non, rien n'est déconseillé de partir mais ce qui sera dur, c'est de revenir. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'il y aura la quarantaine, quoi. La quarantaine, effectivement. Marie Holzman, vous qui suivez beaucoup, en fait, toutes les questions, effectivement, de la Chine contemporaine, quelles sont les informations que vous avez, puisque vous les suivez énormément, et notamment sur les réapparitions de cas de Covid, là, aux alentours de Wuhan, dont on a parlé ces derniers jours? Effectivement. En tout cas, ce qui nous frappe quand on observe la Chine, c'est que c'est très difficile d'avoir des observations et des chiffres et des informations réelles. On a des bribes d'informations, on constate des choses, c'est-à-dire que dans beaucoup de villes maintenant, les gens se promènent sans masque, que la plupart des étrangers qui vivent en Chine ont été autorisés à se promener partout en Chine. J'ai une amie qui s'est promenée vraiment littéralement partout, au Gansu, au Yunnan. Partout, elle était sans masque, elle était en toute sécurité. Donc, c'est clair que les Chinois ont réussi, en partie du moins, à contrôler l'épidémie. Mais malgré tout, je crois qu'un virus de ce genre est pratiquement incontrôlable. Donc, de toute façon, il va continuer à réapparaître et je ne pense pas que ce ne soit que des virus importés. Parce que là, c'est un petit peu le jeu de la Chine maintenant. C'est-à-dire de dire, oui, mais ce virus existait déjà, on l'avait vu en Inde, on l'avait vu en Italie, donc finalement, c'est pas du tout un virus chinois. Je crois que les virus de ce genre existent effectivement partout. Enfin, il y en a des plus ou moins virulents, mais de nature, la grippe est aussi un virus, un coronavirus. Bon, donc la discussion est un peu sans fin. Le problème, c'est vraiment d'où est partie cette épidémie. Et là, je crois qu'il n'y a pas de doute, elle est partie de Wuhan quand même. On a vu ce qui s'est passé à Wuhan. Oui, mais Marie Holzman, c'est pas ce que disent les autorités chinoises qui répliquent en fait aujourd'hui. Vous avez vu, alors bon, c'est peut-être de la propagande, etc. Guillaume Zaguri, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce qu'ils sont en train de dire actuellement. On aurait vu des cas en Italie ou ailleurs. C'est une contre-attaque. Bien sûr, c'est ça, c'est une contre-attaque.
Oui, 2 points pour rebondir sur ce que disait Marie. Déjà, il faut accréditer le fait que la Chine a réussi dans la mesure où, au quotidien, on le voit bien. Je donne 3 exemples. Oui. Le masque, il est obligatoire dans tous les transports. Vous devez montrer votre QR code, que ce soit au cinéma ou pour aller au travail. Et dès que vous avez plus de 37,5 dans une clinique, vous allez dans un hôpital dédié. Et ce qu'on voit aussi, je vous parle d'un exemple, parce que ma femme est chinoise, donc on est quand même bien informé s'il y avait des choses. Et sa grand-mère, par exemple, qui est dans une maison de retraite à Tianjin, Oui. il y a eu une alerte. Et en Chine, dès qu'il y a une alerte, dès qu'il y a un départ de feu, un Canadair arrive, tout le quartier est bouclé. Pas de sortie pendant 15 jours, et c'est comme ça qu'ils y sont arrivés. Ouais. Ils mettent des moyens énormes, et dès qu'il y a un départ de feu, le Canadair arrive avec la puissance qu'on connaît à la Chine. Oui, c'est ça, mais avec un confinement très strict, quoi. Hein. Tout est paralysé, quoi. Ouais. On ne discute pas, quoi. C'est le propre de la Chine, avec son plus et son moins. Mais le plus, c'est que quand il y a une décision qui est prise, la machine se met en marche. Oui. Allez, on va poursuivre dans un instant. Hein, Guillaume Zaguri, on marque une légère pause. Guillaume Zaguri, médecin spécialiste donc en direct de Shanghai, et Marie Holzmann. Continuez, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Profitez-en pour poser vos questions, évidemment, à nos invités. Yvan qui est avec nous ce matin. Bonjour Yvan. Bonjour Yvan. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir. Oui. Voilà. Donc, je vous ai écouté tout à l'heure. Pour moi, au début, avec cette crise du Covid en Chine, on a commencé. Ça a déclenché un manque de transparence. Il y a eu un manque de transparence de la Chine par rapport à ce qui s'est passé. Son image s'est dégradée au niveau international. Hein. Et aujourd'hui, si vous voulez, on connaît aussi comment la Chine est dirigée. Hein. On sait très bien aussi qu'il y a eu pas mal de journalistes, d'avocats qui ont été arrêtés, ainsi que des dissidents qui dénonçaient une mauvaise gestion de l'épidémie au départ. Oui. Et aujourd'hui, donc, avec les moyens de communication de la Chine aussi, on ne peut pas tout savoir non plus, ce qui se passe là-bas. La Chine, pour moi, elle veut montrer qu'elle a réussi là où les Occidentaux ont échoué. Oui. Et de fait, donc, aujourd'hui, quand on demande qui de la Chine ou de l'Occident a mieux géré la crise, ce sont 2 pays complètement différents, ce sont 2 parties du monde complètement différentes. Et de fait, on peut se demander si tout ce qui vient de là-bas est vrai. On sait aussi alors, Yvan, poser une question justement soit à Guillaume Zaguri qui est là-bas. Hein. Pour le coup, vous avez la chance d'avoir, c'est pas tous les jours, quoi. Ou Marie Holzmann, qui est une grande spécialiste et qui connaît tout aussi. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est donc Monsieur Zaguri qui est en Chine, donc c'est comme partout, quoi. Il a le ressenti des médias chinois et de ce qu'il voit au quotidien dans son périmètre de proximité. Mais est-ce qu'il sait vraiment ce qui se passe vraiment en Chine? Est-ce qu'on le sait vraiment? Voilà, ma question c'est est-ce que la Chine, elle nous donne exactement ce qu'on veut savoir? Déjà en France, on voit ce qui se passe en France. On n'arrive même pas à savoir ce qui se passe en France avec des débats très houleux à l'Assemblée, avec des partis qui invectivent le Premier ministre, M. Véran, disant que c'est un menteur, etc. Donc aujourd'hui, on est tous perdus. Alors je pense au peuple français, ce qui se passe en France, mais le peuple chinois, je n'ose penser ce qu'il ressent et ce qu'il comprend. Alors, on va vous répondre. On va vous répondre. Yvan, restez avec nous. Guillaume Zaguri et ensuite Marie Holzmann. Guillaume Zaguri. Bonjour Yvan. Oui. Oui, alors, pour la gestion du Covid en Chine, je ferai référence à 3-4 points. Un, la mémoire historique du Covid, du SARS en 2003. J'étais à Wuhan, donc ça a vraiment marqué la Chine, cette gestion du SARS. Donc il y avait cette mémoire historique. Deuxième chose, la vitesse. On sait que dans le Covid, la lenteur est condamnée. Et donc, vitesse après un bug de 1 mois, et on pourra en reparler sur Wuhan, et effectivement, il y a eu beaucoup d'opacité. Mais après un bug de 1 mois, et je vous dis ça parce que mon épouse est chinoise, et j'ai plein de copains partout, etc. en Chine, je pense que la majorité des informations sur les chiffres actuellement sont justes. Mais vitesse de décision, parce que c'est un jeu à 2. C'est de l'économique et du sanitaire, et il n'y a pas de liberticide en Chine. Le gouvernement décide, on agit. On ne va pas commencer à discuter, etc., ce qu'on voit en France d'ailleurs, et ce qui est ni bien ni mal, c'est un fait. Ensuite, vitesse dans l'action. Et là, c'est un point important, dans la mesure où la Chine est bien plus digitalisée, et je pense que Marie ira dans mon sens, la Chine a des kilomètres d'avance en termes de digitalisation. Je parle par exemple de l'outil WeChat,
qui est le social media chinois, utilisé par plus d'1 milliard de personnes. Tous les jours, c'est mon couteau suisse. Je prends le métro avec ça, je paye avec ça. On ne paye plus maintenant. Tout est digital déjà. Et je vais vous donner, pour terminer, 3 exemples concrets pour montrer la puissance chinoise. À Wuhan, vous avez eu 2 hôpitaux construits en 3 semaines, en live, en vidéo d'ailleurs. L'équivalent de Georges Pompidou plus la Pitié, c'est-à-dire des hôpitaux de 1000 lits. Et tout ça avec la 5G, c'est phénoménal, c'est la puissance chinoise. Deuxièmement, on parle par exemple de vitesse. Il y a une machine qui a été créée à Pékin, par une équipe de Pékin, qui s'appelle Covid Flash, qui traite les tests en moins de 30 minutes. C'est-à-dire que vous donnez votre PCR, vous l'avez le résultat en 30 minutes. Alors, sachant qu'en France, on attend 2-3 jours, donc ça n'a plus aucun intérêt. Troisième point, sur les vaccins. En phase 3, sur les 13 vaccins, il y en a plus de 45% qui sont chinois. Donc la Chine a changé de dimension. La Chine est un acteur avec ses défauts et ses qualités. Mais dans ce type de crise où il faut aller vite et sans hésitation, elle a montré un caractère positif avec, et bien sûr, il ne faut pas non plus être crédule, etc. Beaucoup de propagande, etc. Mais en termes techniques, de santé publique, tant au niveau sanitaire qu'au niveau économique, ils en sortent gagnants. Oui, et c'est vrai. Marie Holzmann, vous pouvez compléter sur le plan effectivement numérique, notamment de l'équipement avec les applications obligatoires sur les téléphones. De surveillance. Oui, ça c'est évident. Ce fameux QR, nous on aurait le Stop Covid ou l'équivalent. Les Français sont totalement opposés à ça. Les Chinois n'ont pas le choix. Je veux dire, si vous n'avez pas ça, vous n'entrez nulle part. Vous pouvez pas prendre le métro, vous pouvez pas travailler, vous pouvez pas aller à l'école. Donc la question ne se pose pas. Je crois que la différence entre la Chine et la France se résume en un mot, c'est efficacité. Il y a pas de problème. Les Chinois sont incroyablement efficaces. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que c'est aussi l'opacité, la Chine. Au début de la crise à Wuhan, on a maintenant le journal de Fang Fang qui était à Wuhan et qui a écrit au fil du jour. Elle a très bien décrit cette opacité au début, les mensonges du pouvoir et comment cette épidémie qui aurait peut-être pu être freinée dès le début a été en quelque sorte amplifiée par les décisions du pouvoir ou plutôt l'absence de décision. Aujourd'hui, il y a une campagne d'information des Chinois qui disent que le virus est apparu ici et là avant d'être apparu en Chine. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a des soupçons par rapport à un laboratoire qui a d'ailleurs été créé avec les Français, laboratoire P4, et qu'une délégation de l'Organisation mondiale de la santé demande à se rendre sur ces lieux pour discuter avec les Chinois sur l'origine de cette épidémie. Le problème n'est pas vraiment de savoir si ça part d'ici ou là, mais ce qui a provoqué cette explosion. Et ce qui semble avoir provoqué cette explosion, donc là je le dis sans aucune affirmation, ce serait une fuite de ce laboratoire. On a accusé un marché, mais l'épidémie n'est pas arrivée par hasard dans ce marché. Donc tout ça, c'est très étrange. Or, l'Organisation mondiale de la santé a demandé l'autorisation d'aller faire une enquête depuis plus de 6 mois maintenant. Elle s'est réunie le 30 octobre. Il y a 8 pays, je crois, qui participent à la délégation, des pays très différents, le Japon, le Qatar, l'Allemagne, le Vietnam, le Danemark, la Grande-Bretagne, les USA. Et ce qui est intéressant, il n'y a pas les Français. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les Français ? Parce que, je pense, nous, on serait peut-être un peu gênés aux entournures, puisque c'est nous qui avons contribué à créer ce laboratoire. Et là, je dirais que l'efficacité chinoise, quelquefois, ressemble un peu à un apprenti sorcier, quoi. Ils sont tellement efficaces qu'ils pensent qu'ils peuvent faire des tas de choses. Donc, aurait-il trafiqué ce fameux Covid-19 pour le rendre terriblement meurtrier ? Bon, moi, je suis pas du tout complotiste, mais il faut qu'on ait des preuves qu'ils ne l'ont pas fait. Or, ceux qui ont essayé de faire des enquêtes en Chine, je pense à Chen Qiushi, à Fang Bin et d'autres, ont été arrêtés et en quelque sorte volatilisés. C'est
c'était des citoyens journalistes, comme on dit, donc des gens indépendants qui ont essayé de trouver des informations. Et là, le pouvoir est tout aussi efficace. C'est-à-dire, si quelqu'un le menace, hop, il est emprisonné. Efficacité à tous les niveaux, quoi. Hein, c'est ce que l'on comprend. On a encore des questions pour vous. 0826 3. Oui, allez-y, Guillaume Zaguri. Oui, bien sûr. Oui, je serais un petit peu mesuré par rapport à la thèse du laboratoire qui est à 35 km du marché. Je connais Wuhan, c'est très loin. Hein. D'accord. Personne ne peut affirmer à l'heure actuelle que c'est le laboratoire. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le global warming, l'urbanisation excessive, les transports internationaux, surtout pendant la fête, c'était l'équivalent de Noël chinois, ont disséminé complètement le virus. Et c'est comme aller rechercher, les Occidentaux ont colonisé l'Amérique du Sud et ont diffusé la rougeole, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on peut pas. Après, les virus, ils apparaissent, ils disparaissent. C'est assez difficile de l'affirmer. Et chacun, bien sûr, que la Chine va essayer de monter. Oui, parce qu'il y a une responsabilité sur la scène internationale, quoi. Et on pourrait demander des comptes si vraiment il y avait quelque chose derrière, quoi. Non ? Mais de la même façon que l'Amérique latine pourrait demander des comptes aux Européens qui ont été décimés, qui ont amené leur maladie avec eux, et en même temps les médicaments d'ailleurs. Oui. En tout cas, on passe au standard avec Jacques qui nous appelle 0826 300 300. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Cécile, bonjour Patrick et bonjour aux invités. Écoutez, moi je vais faire quelques constats qui sont certainement des truismes et donc je m'en excuse au préalable vis-à-vis de vos invités qui sont plus qualifiés que moi pour parler de la Chine. Le premier constat, c'est là, je pense que tout le monde sera d'accord, c'est que la Chine n'a pas, comme nous, la chance d'avoir un grand timonier en la personne de Jean Castex. Voilà, donc, cette plaisanterie mise à part. Oui, on voit qu'il y a de l'ironie. Jacques, Bon, cette plaisanterie mise à part, je dirais qu'aujourd'hui, la Chine est donc un régime autoritaire. La France, je pense qu'aujourd'hui, nous pourrions la qualifier de régime autocratique. Et ce qui pose dans la perception et dans l'acceptation des choses, c'est finalement le niveau d'acceptabilité des mesures qui se posent. C'est pour ça que les situations ne sont pas comparables. On le voit bien dans l'acceptation du confinement. La Chine ordonne le confinement et il n'est pas contesté. En France, il y a des injonctions qui sont faites et elles sont tout de suite au moins interrogées, si ce n'est contestées. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il me semble que dans les deux cas, finalement, dans le traitement du virus, le traitement politique du virus, on voit que l'idéologie, les idéologies sont derrière. C'est-à-dire que la Chine, finalement, est conforme à sa ligne idéologique qui pourrait être caractérisée par la fermeture, et la France est conforme aussi à sa ligne idéologique qui est caractérisée par l'ouverture. Alors au plan sanitaire, il est évident que la fermeture présente une plus grande cohérence, c'est-à-dire que quand on ferme, on ferme tout, c'est-à-dire on ferme à l'intérieur et on ferme à l'extérieur, alors qu'en France, effectivement, on est un petit peu confus parce que... on n'est pas efficace, en tout cas... On n'est pas efficace parce qu'on veut tenir deux lignes. On veut tenir la ligne de la fermeture et qui peut être symbolisée, par exemple, par... On n'a pas le droit de se déplacer au-delà de 1 kilomètre, et il nous faut une attestation pour cela. Et dans le même temps, on laisse les frontières ouvertes, ce qui est purement... et troisième point, Jacques. Le troisième point, et puis votre question aussi. Ma question, si vous voulez, c'est plutôt celle-là. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est au plan de... Puisque l'un des deux interlocuteurs est médecin, c'est quels sont les traitements qui ont été utilisés lors du traitement. Qu'en est-il de leur politique de vaccin, si le vaccin est nécessaire chez eux. Et la deuxième question, c'est au plan économique. Quel est l'impact économique sur
je dirais, sur l'économie chinoise en général et sur la vie des gens en particulier. Allez, on va poser ces questions à Guillaume Zaguri et Marie Holzmann, notamment sur les traitements et vaccins. Dans un instant, juste après une petite pause sur Sud Radio, nous sommes avec Guillaume Zaguri et donc Marie Holzmann. Et vous pouvez continuer de nous appeler 0826 300 300. Il est 9h46. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile Demény. 826 300 300, vous avez envie de poser des questions comme Jacques qui est avec nous. Oui, alors Jacques, Guillaume Zaguri, il voudrait savoir quel traitement on a utilisé. Quel traitement peut-être au pluriel, hein, évidemment. Alors, en fait, en Chine, on utilise 2 types de traitements, la médecine occidentale avant tout, et également la médecine traditionnelle chinoise, la TCM. Ouais. Ils ont tout essayé, puisque je vous rappelle que la Chine, c'est 20 fois la France, en termes démographiques et en termes de superficie. Et donc, bien sûr, les traitements symptomatiques, oxygène, etc., bien sûr, les traitements de réanimation. Et au-delà de ça, ils ont essayé tous les antiviraux, toutes les combinaisons, les sérothérapies, même les greffes pulmonaires ont été faites à Wuhan au mois de mars. Pour vous dire le niveau de la qualité de certains hôpitaux. Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus efficace on avait parlé notamment au début, hein, on s'en souvient, avec le professeur Raoult, l'hydroxychloroquine qui avait été utilisé aussi là-bas par des équipes. Hein. Oui, ça avait été utilisé, mais ce qui s'est passé, ce qui est très intéressant en Chine, c'est qu'après, il manquait de malades pour l'expérimenter. Ah oui. Parce que la crise a duré 1 mois et demi, 2 mois, et après, les malades n'étaient plus en Chine. Ouais, c'est ça. Et sur les vaccins, alors, que la question qui était posée, donc vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont déjà beaucoup en avance quand même sur les vaccins, l'expérimentation. Une sorte de sérum anti-Covid. Non, je parle du vaccin, là. Oui, du vaccin. Oui, allez-y. Oui. Alors, pour le vaccin, il y a 2 choses encore. Ils sont partis aussi avec de l'avance, puisque les Occidentaux pensaient peut-être pas que ça allait diffuser dans le monde entier. Donc, les Chinois sont partis avec de l'avance. Ils ont mis d'énormes moyens, puisque c'est leur image de marque en termes d'innovation qui est en jeu, et en termes de soft power. Et en l'occurrence, ils utilisent, sur les 13 vaccins actuellement en voie de phase 3, il y en a 5 à 6 qui sont chinois. Et ils ont été testés déjà, certains, à plus de 1 million de personnes à l'intérieur de la Chine, les militaires, etc. Certaines personnes directement type douanier, etc. Et on sait qu'ils vont sortir. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont été expérimentés un peu partout, au Brésil, au Maroc. Et je pense qu'il va falloir regarder beaucoup le Maroc. Et au Moyen-Orient. Donc, on devrait avoir des résultats très très bientôt, puisque les Occidentaux ont tiré les premiers avec Pfizer et Moderna. Attendons les Chinois, et je pense que après, la capacité de production en Chine va permettre de diffuser ces vaccins, en tout cas dans les domaines chinois, à savoir l'Afrique. Puisqu'on sait que l'Afrique est quasiment chinoise. Et encore une fois, Marie Holzmann, on remarquera l'efficacité. Alors après, il y a le problème de confiance, bien sûr, mais l'efficacité de la Chine, quand elle se met à produire notamment les vaccins et à les fournir au monde entier. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un des risques qu'on a soulevé au début de cette épidémie, c'est à quel point nous sommes dépendants maintenant de la fabrication d'un certain nombre de médicaments. Je pense qu'on voit, par exemple, le conflit qui a grandi et qui a failli exploser entre les États-Unis et la Chine. Si jamais un conflit de ce genre se produisait entre l'Europe et la Chine pourrait très bien dire tels antibiotiques, on ne vous l'envoie plus, tel vaccin, on ne vous l'envoie plus. Je ne sais pas moi. Donc c'est très dangereux. Je crois que dans ce contexte-là, le retour à une fabrication locale, c'est important. En ce qui concerne la compétence des Chinois en matière médicale, je crois qu'elle n'est plus à prouver. La médecine chinoise a des milliers d'années d'expérience. Donc là, c'est pas un problème de confiance, c'est un problème de monopole. Nous sommes beaucoup trop dépendants des fournisseurs en Asie, en Inde et en Chine. Et je crois qu'il faut réfléchir à ça très sérieusement. On voit bien que l'Institut Pasteur là est un peu en train de perdre de son avance qui a duré pendant un siècle et qu'il va falloir renouveler. Oui, complètement. Et alors sur l'impact économique, que ce soit en interne ou pour de la production vers l'externe, Guillaume Zaguri et Marie Holzmann, il nous reste 3 minutes. C'est reparti depuis quelques mois déjà, Guillaume Zaguri. Oui, effectivement, c'est reparti depuis quelques mois. Et si on prend un petit peu de hauteur et qu'on sort du Covid,
il y a quelques messages à faire, à mon sens, qui n'engagent que moi. Ouais. C'est que, c'est l'Asie de Confucienne a gagné cette guerre en interne, en termes économiques et en termes sanitaires. On a vu l'émergence comme apéritif du Japon et de la Corée. Et à mon sens, le plat principal va arriver, à savoir la Chine, qui est déjà leader dans de multiples domaines, hormis le militaire, et qui est très très bien placée dans toutes les industries du futur. L'intelligence artificielle, les voitures autonomes, la 5 ou la 6G, les Google, les GAFA et les BATX, Baidu, Alibaba, etc. Ils sont partout et très très bien placés. Depuis 10 ans, ils investissent à fond dans l'innovation. Et je pense que, comme on sait que le centre de gravité de la planète va vers l'innovation technologique, je pense que c'est ça de clients, ils sont devenus concurrents et ils avancent très très vite grâce à leur système, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Ça, c'est vrai. Et aussi avec leur paradoxe. Quand ils veulent faire bomber le torse, ils montrent le GDP, et quand ils veulent faire un petit peu en profil bas, le GDP par capita, où ils sont 70e. Ouais. Et Marie Holzmann, est-ce que vous avez les signes, vous, à travers justement, puisque vous êtes en contact régulièrement, sur cette activité? Alors, là, on a pris du recul sur ce qui va se passer par la suite, mais sur aujourd'hui, sur le fonctionnement, l'état économique du pays et socialement, ça tourne? Écoutez, moi j'ai envie de dire que je regarde l'envers de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que oui, la Chine monte en puissance, mais elle monte en puissance négative. Regardez ce qu'elle a fait à Hong Kong. Hong Kong était la plus belle place financière du monde. Ils ont réussi à la détruire en quelques mois. La stagnation dans certaines petites villes en Chine est très évidente. On voit des vidéos où les gens se promènent la nuit et il n'y a plus personne, ni dans les restaurants, ni dans les magasins. Ici, à Paris, les magasins chinois, disons les gens qui sont en relation avec l'économie chinoise, sont en train de faire faillite parce que les exportations de la Chine vers la France ont stoppé et vice-versa en grande partie. Et puis, le gouvernement de Xi Jinping est très, très dur. Là, on vient de voir l'arrestation d'un des plus grands fabricants de produits agricoles, Sundao, qui avait eu l'insolence de réussir par lui-même. C'est un self-made man. Il a créé un conglomérat fantastique qu'on pourrait comparer, je ne sais pas moi, à Darty, Leclerc, Champion, tout ce que vous voulez. Et ça a déplu à Xi Jinping. Donc, il veut tout contrôler. Et je crois que d'une certaine façon, il a envie de contrôler le monde. Et ce genre de contrôle, moi, ça ne m'emballe pas du tout. Non, mais ça, c'est vrai. Merci, Marie Holzmann, donc sinologue spécialiste de la Chine contemporaine, et Guillaume Zaguri, un grand merci à vous. Merci beaucoup, et je rappelle que vous êtes le créateur du site Covid Minute également. Merci vraiment d'avoir répondu aussi clairement à nos auditeurs, et beaucoup voulaient poser encore des questions. Dans un instant, merci beaucoup à nos auditeurs, bien entendu, de nous avoir appelés. Dans un instant, c'est Valérie Expert qui reçoit